Dans les précédents épisodes, on a établi des objectifs et une motivation claire. On a éventuellement parlé de notre projet à nos proches. Et maintenant, tu dois sûrement te demander quelle stratégie tu vas employer. Ce que je te propose avant de te lancer dans ce choix, c'est de faire un bilan. Un bilan de ta situation, un bilan objectif de ta situation. Dans cet épisode, on va balayer 5 domaines qui vont t'aider à avoir une vision claire de ta situation actuelle et qui vont réellement te donner la capacité de sélectionner la stratégie immobilière qui te convient, celle qui t'est la plus adaptée. Allez, c'est parti. Bienvenue sur Realtimum, le podcast de l'entrepreneuriat immobilier au féminin. Si tu te sens perdu ou bloqué sur un projet qui touche de près ou de loin à l'immobilier, alors tu es au bon endroit. Je te donne rendez-vous tous les lundis pour parler investissement immobilier, entrepreneuriat ou encore développement personnel. Donc viens faire le plein de conseils, de solutions, mais aussi de bonne humeur. Moi, c'est Jade, je suis coach immobilier, closeuse et maman d'un petit garçon de 3 ans. Avant, je travaillais dans le domaine de l'humanitaire et de la santé publique. J'étais épidémiologiste et pharmacienne, mais j'en ai eu assez d'assister les gens. Je voulais surtout qu'ils deviennent autonomes et reprennent en main leur vie. C'est pourquoi, à travers ce podcast, je me donne comme mission de t'apporter de la clarté et de la compréhension pour t'épanouir dans ton projet tout en atteignant tes objectifs. Car je pense profondément qu'en réalisant ses rêves, c'est aussi nous que nous réalisons. Alors avant de commencer, en introduction, j'aimerais vraiment que tu intègres dès le départ qu'il n'y a pas de meilleure stratégie. Ça ne sert à rien de courir après la meilleure stratégie. Il y a une stratégie parfaite pour toi, pour tes objectifs, pour ta situation, pour ta personne. Mais celle qui convient au voisin ne te conviendra pas nécessairement. C'est pour ça que c'est pas évident de voir clair dans tout ce marasme de publicité sur les réseaux sociaux qui nous disent voilà, je vous montre la meilleure stratégie, venez voir ma stratégie, elle est meilleure que celle du voisin. Non, en fait, on s'en fiche. Moi, ce que je veux que vous ayez en tête, c'est est-ce qu'elle me convient? Et pour ça, il faut vraiment, dans un premier temps, avoir une vue objective de sa situation et de son profil. À ce moment-là, on aura les armes, entre guillemets, en tout cas les critères pour choisir une stratégie plus qu'une autre. Pour savoir si cette stratégie convient, si elle va t'aider à atteindre tes objectifs en tenant compte de ta situation actuelle. C'est pourquoi je te propose de faire un petit bilan au travers de 5 domaines. Le domaine professionnel, matrimonial, patrimonial et financier. Et j'ai même un petit domaine bonus, mais je t'en parlerai à la fin, donc reste bien jusqu'au bout de l'épisode. Alors je suis d'accord, l'aspect bilan, c'est pas hyper fun, c'est pas très concret, on a l'impression que ça nous fait pas avancer sur notre projet immobilier. Ce dont j'aimerais que tu prennes conscience, c'est que avoir une vision objective de sa situation, ça t'évite de te faire happer à chaque fois que tu regardes un nouveau webinaire sur la dernière méthode à la pointe pour investir en immobilier. Vraiment, ça va te redonner cette capacité de choisir, pas seulement avec tes émotions, mais aussi avec tes connaissances, avec les connaissances que tu as de ta situation. Donc c'est un équilibre entre les deux. Il va y avoir l'aspect émotionnel, c'est sûr. Les webinaires sont super bien faits, ils sont super bien amenés. Mais derrière, tu vas aussi être conscient de d'où je pars. C'est vraiment le mélange des deux qui t'aidera à faire le bon choix. Alors, le premier domaine qu'on va explorer ou auditer, ça va être le domaine financier. Alors c'est pas le plus fun. Franchement, je vous l'accorde, c'est vraiment pas le plus fun. C'est celui où tu te dis, oh là là, je dépense tout ça tous les mois, enfin bref. Ce que je te propose de faire dans ce bilan financier, c'est de faire un audit de ton budget mensuel. Qu'est-ce qui rentre? Qu'est-ce qui sort? Mais vraiment, à la ligne près. De faire un bilan aussi de ton épargne. Est-ce que tu arrives à épargner? Est-ce que tu en as déjà? À combien elle s'élève? Est-ce que tu peux épargner plus, par exemple? Tu as aussi la nature et la régularité des revenus que tu as. Est-ce que ce sont des revenus locatifs? Tant mieux. Est-ce que ce sont des revenus salariés? Est-ce que ce sont des aides? Vraiment à regarder qu'est-ce qui rentre et d'où ça vient. Et enfin, la partie qui fâche, la partie des crédits. Les crédits conso, les crédits, les leasing, vraiment tous ces éléments, tous ces mensualités qui passent sur ton compte. Alors si c'est de l'IMO, tant mieux, j'ai envie de dire. Mais ce sont des mensualités qui vont peser sur ta capacité d'emprunt, donc il est impératif que dès le départ, tu en fasses le tour. Pour ce qui est des crédits conso, le mieux c'est de pas en avoir, mais voilà, c'est comme ça dans la vie, on n'a pas forcément toutes les informations à un instant T.
À ce moment-là, regarde combien de temps il te reste à rembourser, quel est le capital restant dû, qu'est-ce que tu dois encore à ces créanciers, et de voir comment est-ce que tu peux rembourser plus vite si par exemple ça obstrue totalement ta capacité d'emprunt. Ce bilan-là va aussi t'aider, en dehors de déterminer ta capacité d'emprunt, il va aussi t'aider à voir ton reste à vivre. De combien est-ce que tu disposes à la fin du mois à chaque fois? Est-ce que tu as 0? Est-ce que tu as 100, 200, 300 euros plus? Cet argent qui reste à la fin du mois, est-ce que tu peux pas venir gonfler ta capacité d'épargne? Enfin, concernant le bilan financier, il y a un petit élément qui peut être intéressant pour certaines personnes, c'est combien d'impôts je paye. Si vous en payez, un investissement locatif, ça peut être une façon de réduire vos impôts. Donc, c'est important de savoir où vous en êtes de vos tranches marginales d'imposition. Passons maintenant au bilan professionnel. Alors là, c'est très simple, on n'est pas RH ici, vous inquiétez pas. L'idée, c'est de voir quelle est la nature de mon contrat de travail. Est-ce que je suis en CDI? Est-ce que je suis en CDD? Est-ce que je suis intérimaire? Est-ce que je suis freelance? Est-ce que je suis auto-entrepreneur? Enfin bref. D'où vient ma source principale de revenus? Et quelle est la nature du contrat qui me lie avec les personnes avec qui je travaille? Le second point, ça va être dans quel domaine est-ce que je travaille? Faut pas se voiler la face. Il y a des domaines et des entreprises qui vont allumer les yeux de ton banquier. D'autres, un peu moins. L'idée, c'est pas de porter un jugement, mais simplement d'être conscient qu'en fonction de son employeur, on peut être perçu différemment par les banques. Quand je parle d'entreprise, tu vas aussi avoir des aides qui peuvent accompagner un achat. Je pense notamment à Action Logement, qui fait des prêts à taux très bas pour pouvoir constituer un apport lors de l'achat d'une résidence principale ou encore des travaux. Donc c'est intéressant de se renseigner auprès justement du service des ressources humaines. Il y a des banques qui ont des accords avec des organismes liés à la fonction publique. Donc ça va être des organismes qui vont nous permettre d'accéder à des taux d'emprunt préférentiels par exemple, ou à certains organismes de caution. Il y a aussi l'aspect optimiser mon temps de travail. Est-ce que je peux optimiser mon temps de travail pour gagner plus et donc gonfler ma capacité d'emprunt? Ou alors m'organiser pour me libérer plus de temps pour mon projet immobilier? Ce bilan professionnel a vraiment plein de facettes, et le fait de se poser une seconde et de répondre en fait à ces questions, ça va t'aider à avoir une meilleure visibilité sur ton profil, en tant qu'emprunteur et ensuite en tant qu'investisseur. Le troisième domaine qu'on va aborder, c'est le domaine matrimonial. C'est très simple, c'est quelle est ma situation? Est-ce que je suis célibataire, marié, en couple? Est-ce que j'ai des enfants? Vraiment, c'est le truc, tout ce qu'il y a de plus basique. Et ça va bien sûr influencer son profil emprunteur et sa capacité d'emprunt. Quand on est deux empruntés, c'est quand même beaucoup plus simple, on a une enveloppe qui est plus importante, même si on doit quand même se mettre d'accord sur la stratégie à deux. Concernant les enfants, on va avoir une notion de transmission. Il y a certaines stratégies qui vont faciliter la transmission, comme investir en société par exemple. Toujours sur le domaine des enfants. Si on souhaite par exemple avoir des liquidités au moment où les enfants commencent leurs études, on peut très bien se dire, j'achète un bien pour l'instant et j'aimerais le revendre à moyen terme, à court ou moyen terme. Typiquement, on n'utilisera pas une société comme véhicule d'achat. On passera un nom propre. Donc ce sont des éléments à prendre en compte pour sélectionner sa stratégie immobilière. Alors je sais que c'est pas forcément hyper facile de faire son bilan, d'être objectif, on sait pas forcément comment chaque élément va influencer sur le projet, va influencer sur la recherche de financement. Donc ce que je te propose, si t'as besoin d'y voir un peu plus clair, c'est de réserver un calendrier d'une 20aine de minutes, donc c'est gratuit, pas d'inquiétude. Tu trouveras le lien dans la description du podcast et on échangera sur ta situation, sur ce qui t'inquiète ou te fait peur dans ta situation et on verra si c'est juste une idée reçue. Et si c'est pas le cas, on essaiera potentiellement de trouver des solutions pour améliorer ça. Donc surtout n'hésite pas, j'adore discuter IMO de toute façon, donc ce sera tout bénef pour tous les deux. Le dernier domaine que j'aimerais aborder, qui est souvent un peu mis de côté, c'est l'aspect personnel. Pour moi, il y a 3 éléments qui sont importants. Dans un premier temps, ce sera de quel temps tu disposes pour te consacrer à ton projet, au départ, mais aussi au cours de sa vie. Prenons l'étape de la recherche. Elle va te demander du temps et de l'énergie. Il faut absolument que tu sois au clair sur le temps dont tu disposes, et si tu estimes qu'il n'est pas suffisant, que tu arrives à trouver des solutions pour t'en générer, ou du moins pour t'en sécuriser un minimum pour pouvoir avancer. C'est vrai qu'on est happé dans la vie de tous les jours, et c'est pas toujours évident d'avancer sur ses propres projets parce qu'il y a la famille, il y a les enfants, il y a le travail, et à la fin de la semaine, parfois on a très peu de temps pour soi. Mais là, clairement, un truc que j'observe beaucoup chez les apprenants que j'accompagne, c'est que souvent, ils n'ont pas une vision objective du temps qu'ils vont consacrer à leur projet. Ce que je leur dis toujours, c'est il vaut mieux consacrer 1 heure ou 2 par semaine que de faire une journée entière sur l'immobilier et de rien faire pendant 3 semaines. Donc, dès le départ, soyez honnête avec vous-même. Il n'y a pas de jugement, Si c'est 2 heures par semaine que vous avez, c'est 2 heures par semaine. Mais soyez honnête avec vous-même et réfléchissez déjà à comment est-ce que vous pouvez caser votre emploi du temps pour créer des petits espaces, des petits moments dans votre planning qui vont vous permettre d'avancer régulièrement.
Et en ce qui concerne le temps à consacrer pendant la durée de vie du projet, c'est typiquement, est-ce que je délègue ou pas? Est-ce que j'ai l'intention de m'en occuper moi-même? Est-ce que j'ai cette possibilité-là? Souvent, on a envie de faire des économies, on se dit qu'on va s'en occuper soi, c'est pas un mal, au contraire. Il faut simplement être au clair avec soi-même dès le départ. Et concernant la délégation, ok, ça nous libère du temps, mais ça n'exclut pas de contrôler un minimum les choses. Que vous passiez par une agence immobilière, un prestataire de ménage ou une conciergerie, il va falloir quand même que vous y consacriez un minimum de temps. Et parfois, c'est même plus énergivore au départ, à la mise en place. Pour la courte durée notamment, même si vous déléguez beaucoup de choses, il va quand même falloir que vous surveilliez comment ça se passe. Quels vont être les commentaires de vos voyageurs? Est-ce que tout roule? Et si c'est pas le cas, il va falloir recadrer la conciergerie ou le prestataire de ménage de temps en temps. Donc ça demande quand même du temps et de l'implication. Plus vous serez au clair sur ce que vous avez envie de faire et sur ce que vous avez les capacités de faire, et plus vous pourrez sélectionner une stratégie immobilière que vous allez réussir à tenir sur la durée. Le deuxième aspect de ce bilan personnel, ça va être quelles sont mes connaissances. Quelles sont mes connaissances en immobilier, mais aussi en fiscalité, etc. Et surtout, de quoi je me sens capable. Ça veut pas dire que certaines stratégies vous seront inaccessibles parce que vous n'avez pas le profil, c'est pas ça que je suis en train de dire. L'idée vraiment, c'est de quoi je pars en termes de connaissances pour pouvoir monter en compétences, si besoin, et ou me faire accompagner pour vraiment sécuriser votre projet. C'est important aussi de faire le point sur ça. Et on peut très bien décider à ce moment-là de se dire, en fait non, j'ai pas du tout envie de me faire chier avec et je veux tout déléguer. C'est un choix. Mais au moins vous le faites en connaissance de cause. Le dernier aspect du bilan personnel, c'est la connaissance de vous-même. Quel est ton caractère? Quel est ton tempérament? Est-ce que t'es plutôt quelqu'un d'extraverti, qui est hyper sociable et qui crée du lien facilement? Ou alors t'es plutôt timide? Est-ce que t'es plutôt quelqu'un de stressé? Ou alors quelqu'un qui garde son sang-froid dans toutes les situations? Encore une fois, c'est pas pour vous dire que telle ou telle stratégie ne vous conviendra pas. C'est simplement être conscient de ses forces et de ses faiblesses. Et que chaque trait de caractère que je vais avoir va avoir ses plus et ses moins dans mon projet immobilier. C'est simplement être conscient de ça. Par exemple, il y a une amie de mon chéri qui est en train de chercher son premier bien où investir. Je suis jalouse parce elle a le contact hyper facile. Elle est super sociable, elle sait mettre les gens à l'aise. Du coup, pendant les visites qu'elle fait, elle gratte toujours l'amitié avec les proprios, avec les agents immo. Et elle chope des infos super utiles, mais très facilement, vraiment sans effort. C'est super, franchement. Mais à l'inverse, quand il s'agit de négocier, elle est super mal à l'aise parce que justement, elle a créé ce lien. Et donc elle se sent pas de négocier. Tout ça pour vous montrer que effectivement un trait de caractère peut avoir ses plus et ses moins, donc c'est pas grave d'être timide. Parce que souvent quand on est timide, comme on crée moins le contact, c'est plus facile de négocier. On va peut-être pas le faire de vive voix parce qu'on n'est pas très à l'aise, mais quand on va rédiger notre offre, on aura un peu moins d'affect. Ça peut être aussi intéressant parce que on est plus à l'écoute. Vu qu'on parle beaucoup moins, on écoute beaucoup plus. Donc chaque élément comme ça va avoir ses plus et ses moins, et c'est super intéressant d'être conscient de ça. Parce que derrière, on va adapter son style d'investissement. Quand on arrive à ce niveau-là, on s'éclate. On s'éclate vraiment dans son activité. Voilà, c'est la fin de l'épisode. En conclusion, je dirais que si vous voulez retrouver votre pouvoir de choisir la stratégie immobilière qui vous convient, il n'y a pas de secret. Il faut avoir une vision objective de votre situation. Au travers des 5 éléments que je vous ai partagés, que ce soit le domaine personnel, professionnel, financier, matrimonial et patrimonial. N'hésitez pas, posez-vous, faites le point, ça vous permettra de savoir d'où vous partez et de savourer encore plus où vous serez arrivé quand vous aurez atteint vos objectifs. J'ai plus qu'à vous dire merci de m'avoir écouté pendant cet épisode de podcast. N'hésitez pas à le noter, à vous abonner si ça vous a plu. Vous pouvez aussi m'envoyer vos questions et vos commentaires via Instagram ou sur ma page Facebook Realtimum. Vous avez aussi mon mail, donc contact.realtimum@gmail.com. Donc j'ai plus qu'à vous souhaiter une superbe semaine et à vous dire à très vite sur Realtimum.